Notre invité est encore pour une semaine député de Haute-Marne. Bonjour Luc Châtel. Bonjour. Et vous êtes président du Conseil national des Républicains. Nous allons hélas parler de l'attentat qui s'est produit samedi à Londres. Décidément, le terrorisme est toujours notre actualité. Est-ce qu'il y a des mesures qu'on n'a pas prises, qu'il faudrait prendre? Est-ce que votre parti en propose? Ou est-ce que, au fond, tout ce qui a pu être décidé l'a été, et puis il faut faire face avec ce dont nous disposons aujourd'hui? D'abord, cet attentat vient nous rappeler que la guerre contre le terrorisme est un combat permanent, continu, jamais achevé. Cette guerre, elle doit se dérouler sur place d'abord, c'est-à-dire en Syrie, en Irak, dans la zone. Et là, nous attendons des initiatives. Nous avions proposé, en son temps, une coalition avec l'ensemble des forces en présence. Le président de la République a reçu M. Poutine il y a quelques jours. Nous attendons qu'il en sorte des mesures. La deuxième chose, c'est toujours de renforcer la coopération. Alors le président de la République, le gouvernement proposera des initiatives cette semaine. Nous attendons de voir. Nous pensons que toute harmonisation, coopération entre les services de renseignement va dans la bonne direction. Attendons de voir. Beaucoup de choses est déjà fait dans ce domaine. Oui, c'est aussi de la communication. On nous dit qu'il faut encore mieux harmoniser. Mais oui, mais le point sur lequel nous pouvons, et je réponds précisément à votre question, où nous pouvons améliorer, c'est la coordination européenne. Où là, on voit bien qu'il y a eu des failles ces derniers mois à plusieurs reprises. Et là, nous pensons qu'il faut un renforcement de la coopération. Ensuite, de ce point de vue-là, le Brexit est un problème ? Je suis pas sûr parce que très clairement les Britanniques à plusieurs reprises ont indiqué qu'ils étaient partie prenante à la lutte contre le terrorisme et je ne crois pas que ça ait d'impact. Gilles Bornstein sur les mesures à prendre. Oui, l'été est le moment de nombreux rassemblements, les festivals, les férias, le Tour de France. Est-ce qu'il faut supprimer tout ça, limiter? Enfin, comment doit-on réagir? Moi, je n'y suis pas favorable parce que c'est ce que veulent les terroristes. Ce qu'ils veulent, c'est nous terroriser, comme aurait dit Charles Pasqua, c'est-à-dire ce qu'ils veulent, c'est qu'en permanence, on renonce à ce qu'est la démocratie, c'est-à-dire faire le vivre ensemble, c'est-à-dire des rassemblements populaires, qu'ils soient d'ordre politique, culturel, social. Donc je suis très opposé. Je pense qu'il y a eu beaucoup de progrès dans l'organisation de la sécurité de ces événements. Moi, je vois les grands événements sportifs, peut-être en 2 ans même d'état d'urgence. Nous avons beaucoup progressé dans la protection, la sécurisation de ces lieux. Donc je suis absolument opposé, moi, en ce qui me concerne, à l'interdiction, la suppression de ce type d'événement. Alors ensuite, c'est au maire. J'ai été maire, je sais ce que c'est. Lorsque vous avez un événement à gérer et que vous n'avez pas forcément en face les moyens de sécuriser, c'est au maire de prendre la décision. Mais dans l'absolu, je suis opposé à la suppression par principe de ces événements. Le plus possible, mener une vie normale. Pardon, on reconduit l'état d'urgence malgré tout. On accepte les foules, mais on reconduit malgré tout l'état d'urgence. En tout cas, nous serons favorables à la reconduction de l'état d'urgence, mais nous sommes aussi favorables à ce qu'on travaille à une solution pérenne, à une solution durable au Parlement. Et puis ce matin, une information nous a un peu surprise. L'Égypte, l'Arabie Saoudite, les Émirats Arabes Unis et Bahreïn ont décidé de rompre leurs relations diplomatiques avec le Qatar. Qatar accusé d'aider ici ou là des groupes terroristes. Le Qatar a une place privilégiée en France, évidemment. Alors c'est une information, on ne sait pas trop quel statut lui donner. Alors j'ai effectivement entendu cette information. Il faut rester prudent parce que j'ai compris que l'une des raisons, c'était le soutien éventuel à des groupes terroristes. L'autre raison, c'était le rapprochement potentiel du Qatar de l'Iran. Voilà. Alors, en ce qui concerne le premier sujet, nous avons toujours milité pour ce qui est la transparence en la matière, sur les sources de financement du terrorisme. Sur le deuxième sujet, moi, je trouve plutôt bon pour l'avenir de la région que les grandes puissances, sunnites et chiites, discutent et se rapprochent. Et nous avons toujours milité, nous, pour qu'il y ait un juste équilibre entre les relations qu'il peut y avoir avec l'Arabie Saoudite et ses alliés, en clair, et l'Iran de l'autre. Et nous avons toujours dit qu'il n'y aurait pas de solution géopolitique dans la région sans que l'Iran soit autour de la table. Oui, et là, pour le coup, donc vous pensez que le rapprochement Qatar-Iran, ça peut être une bonne chose? Je pense que, encore une fois, c'est de ce matin, il faut regarder exactement quels sont les faits. Évidemment. Je pense qu'une solution pérenne de paix au Moyen-Orient ne passera pas, à terme, sans un accord, sans des équilibres entre l'Arabie Saoudite et ses alliés et l'Iran. Gilles, une remarque?
Non, pas du tout. Parce que vous aviez l'air dubitatif. J'étais dubitatif sur le donc, rapprochement entre l'Arabie Saoudite et l'Iran. On verra tout ça, des précisions sans doute dans les prochaines heures ou les prochains jours. La diplomatie a beaucoup occupé Emmanuel Macron pendant les 15 premiers jours de son mandat. Certains disent qu'il n'est pas tout à fait maladroit en diplomatie, et notamment dans sa réponse à Donald Trump, c'était jeudi soir. Je respecte cette décision souveraine, mais je la regrette. Et je considère qu'il commet là une erreur pour les intérêts de son pays et de son peuple. We will succeed because we are fully committed. Because wherever we live, whoever we are, we all share the same responsibility. Make our planet great again. Voilà, c'était en réponse à Donald Trump après la dénonciation par le président américain de la participation des États-Unis aux accords de Paris. Pas mauvais Oui, je le dis clairement. À la fois sur le fond, parce que je pense que c'est bien que la France soit ferme sur le fond vis-à-vis de la position qui est ahurissante des États-Unis sur la question du réchauffement climatique. Et puis je vais vous dire, moi je pense que c'est plutôt bien que le président de la République s'adresse certes aux Français en français et soit l'ardent défenseur de la langue française, mais qu'il soit capable de se faire entendre à l'international en s'exprimant en anglais. On avait un peu de ce côté-là en France. On a toujours été debout sur le frein. Un peu de pudeur, un peu de réserve. Un peu de pudeur, oui. Je pense qu'on peut être... Les précédents ne savaient pas parler anglais. Et c'est un ancien ministre de l'Éducation nationale qui vous le dit. Je pense qu'on peut à la fois être l'ardent défenseur de la langue française et de la francophonie, et en même temps se faire entendre des autres du monde entier en s'exprimant en anglais. Et puis il y a le coup de communication, le détournement du slogan de Donald Trump qui du coup a donné à l'expression présidentielle une audience qui a largement dépassé les frontières. Non mais personne n'a dit que Emmanuel Macron, en tout cas pas moi, n'était pas habile. Voilà, donc c'est de l'habileté, je le reconnais. Maintenant, on va voir ce qui en sortira. Ce qui est important, c'est quoi? C'est que l'accord de Paris soit mis en œuvre, soit appliqué. Et puis, c'est la résolution des problèmes, des difficultés des Français. C'est ça le sujet. Est-ce que quand même vous avez l'impression qu'on existe plus et mieux sur la carte du monde, là, depuis ces dernières semaines avec Emmanuel Macron, qu'on existait précédemment? Non, c'est un peu tôt pour le dire en termes de poids géopolitique, géostratégique. Ce qui est certain, et on doit le reconnaître, il s'est passé quelque chose à l'élection présidentielle. Si nous ne sommes pas capables de reconnaître ça, il faut arrêter, il faut faire autre chose. On me dirait, je vais faire autre chose. Ça tombe bien. Je peux faire autre chose et reconnaître qu'il s'est passé quelque chose d'important avec l'élection d'Emmanuel Macron. Tous les gens, les Français de l'étranger nous disent tous très clairement la France est aujourd'hui regardée un peu différemment. Oui, c'est vrai. Est-ce que ça change sur le fond ? Nous verrons dans les mois qui viennent. Et cette discussion se poursuit dans une minute. Tout pile, il est 8h40 sur France Info. Voici Victor Maté pour une minute. De nouvelles perquisitions, nouvelles arrestations aussi à Londres ce matin après l'attentat de samedi soir. 11 personnes se trouvaient déjà en garde à vue. L'attaque a été revendiquée par Daesh. 3 assaillants qui ont foncé sur la foule en camionnette avant de mener une attaque au couteau. Bilan, 7 morts et plusieurs dizaines de blessés. Un Français a été tué dans cette attaque. 1 est porté disparu. 7 autres blessés. Jean-Yves Le Drian, le ministre français des Affaires étrangères, est attendu à leur chevet dans l'après-midi. Elle l'avait promis, Ariana Grande de retour sur scène à Manchester hier soir, 2 semaines après l'attentat. Lors de son concert, devant 50 000 spectateurs, la chanteuse américaine était accompagnée d'autres stars comme Katy Perry ou Justin Bieber. Ce lundi est férié pour beaucoup d'entre vous, ce qui veut dire du monde pour les retours de ce week-end prolongé, journée orange. Évitez, si vous le pouvez, de rentrer dans les grandes villes entre 15h et 21h. Et puis le tournoi de tennis de Roland-Garros, Kristina Mladenovic en quart de finale après avoir battu la tenante du titre, l'Espagnole Muguruza. Une autre Française va se qualifier également puisque ce lundi, Caroline Garcia et Alizé Cornet sont opposées. France Info. Luc Châtel est avec nous dans l'émission Politique sur France Info jusqu'à 9h. Et la question, c'est vous, Gilles Bornstein. Législative dans 6 jours maintenant, alors on a un peu l'impression que les Républicains dont vous faites partie ont un peu baissé les bras. Vous-même, vous ne me paraissez pas d'un optimisme délirant j'ai pas dit ce ça. matin. Ou d'une combativité très aiguë. D'une combativité énorme. Une chose est de reconnaître les premières sorties du président de la République, une autre est de défendre ses convictions dans le cadre des élections législatives. Évidemment que nous souhaitons que nous ayons le maximum de députés républicains. Vous savez, je pense que la droite et le centre n'ont pas complètement... élire le maximum de députés républicains, oui, c'est un objectif en soi. Donc vous n'y croyez pas? Non, mais je pense que c'est important pour l'équilibre des pouvoirs que nous ayons soit une majorité des Républicains dimanche prochain ou dans 15 jours,
soit en tout cas un groupe parlementaire le plus important possible. Vous savez, les majorités pléthoriques n'ont jamais été très bonnes conseillères. Voilà. Donc moi je pense que, puisqu'on parle de nouvelles configurations, de nouvelles ères, je pense que ce sera utile au pays qu'il y ait le maximum de députés républicains et alliés, UDI, à l'Assemblée nationale. On n'entend plus parler de cohabitation comme ça a été le cas pendant un moment. On avait cru comprendre, on a écouté M. Baroin ni qui de voulait... majorité obèse, Voilà. c'était ça le mot qui était employé. Tout ça a disparu de vos éléments de langage. Non mais ça c'est de la sémantique, c'est parce que cohabitation... Si, non mais je m'explique, parce que si vous voulez, cohabitation dans l'inconscient collectif est assimilée à un affrontement dur entre deux blocs. D'un côté, un président de la République qui aurait été désavoué aux législatives avec un bloc à l'Assemblée nationale. Non, nous ne sommes pas dans cet esprit-là, parce que je pense que d'abord, les circonstances justifient qu'il y ait peut-être des pratiques différentes, puis ensuite, le message qui a été adressé par les Français le 7 mai dernier. Ça a bien changé. Disons que ça change un petit peu. Ça change un peu. Tout change tellement. Le journal Le Parisien publie ce matin des extraits d'un avant-projet de loi. Alors, on ne sait pas exactement quel est le statut de ce texte qui circulerait au sein du gouvernement. Et cet avant-projet de loi concerne les réformes du Code du travail qu'envisage Emmanuel Macron. Alors, il y a beaucoup de données dans ce que publie Le Parisien, notamment que les conditions de rupture du contrat du travail pourraient être décidées dans les entreprises. Alors, on ne sait pas exactement... Là encore, en lisant le journal, ce que ça veut dire et ce qui sera dérogatoire à la loi pour rompre le contrat du travail. Mais enfin, c'est peut-être la volonté d'une dérégulation assez importante du Code du travail qui s'annonce. Est-ce que c'est une réforme que, au fond, votre parti aurait voulu faire et qu'il n'a jamais faite et que, du coup, vous pourriez soutenir? Revenons à la question précédente, Jean-Michel Apathy. Nous proposons cette réforme dans notre programme législatif. Vous ne proposez pas que les entreprises définissent elles-mêmes les conditions de rupture du contrat de travail. Mais si vous voulez, sinon, je pense qu'il faut rester prudent sur le contenu du texte. Moi, je n'ai pas encore vu de texte arriver à l'Assemblée nationale, et pour cause. C'est un document qui a été mis manifestement avant que le gouvernement soit installé. Date du 12 mai. Soyons prudents. Nous proposons, nous l'avons fait dans la campagne présidentielle, nous le faisons dans la campagne législative, une réforme profonde du marché du travail, avec effectivement l'idée de la barémisation des indemnités de licenciement, avec la possibilité d'écrire dans le contrat de travail les possibilités, les motifs de licenciement, ce qui doit permettre plus de fluidité. Donc, sur ces questions, nous sommes volontaristes et nous allons voir ce que le gouvernement de ce que veut sans doute. Nous allons voir ce que le gouvernement va proposer. Mais j'imagine mal mes amis députés des Républicains ne pas voter demain à l'Assemblée nationale, a fortiori un texte que nous on proposerait si nous étions majorité, mais en plus un texte qui pourrait être proposé par une autre majorité et qui reprendrait les principales dispositions de notre projet. C'est-à-dire si on nous propose en gros de faciliter, de fluidifier le marché du travail avec la barémisation, avec une garantie donnée aux entreprises, j'imagine mal mes amis parlementaires ne pas voter ce texte. Donc il est bon en politique étrangère, Macron, il est bon en politique intérieure. Qu'est-ce que vous attendez pour le rejoindre? J'ai pas dit ça. J'ai dit que nous attendions de voir ce que le gouvernement allait proposer et que nous serons responsables. Vous savez, je pense qu'encore une fois, revenons sur l'état d'esprit du pays. Le pays il a besoin de transformation, de changement profond. Donc, soit il fait confiance aux Républicains et on mettra en place notre programme de changement profond, soit il y a une situation du pays qui exige qu'à un moment les uns les autres soient responsables. Et moi, je pense qu'il faut qu'on soit responsable. C'est-à-dire que, au cas par cas, on étudie les textes et on regarde ce qui va dans le sens de l'avenir du pays, ce qui est positif, ce qui est assez proche de nos idées ou non, et ce qui ne l'est pas. Je pense que ce sera un nouveau mode d'exercice du mandat parlementaire. Et donc, on va voir si un autre projet de loi peut recueillir votre assentiment. François Bayrou, garde des Sceaux, a présenté la semaine dernière un projet de loi de moralisation de la vie politique, et parmi les mesures qu'il propose, celle-ci. Première de ces mesures, interdiction de recruter des membres de sa famille, ce qui sera vrai pour les membres du gouvernement et ce qui sera vrai aussi pour les parlementaires ainsi que pour les cabinets des élus locaux. Ça fait écho bien sûr à ce qui est arrivé à François Fillon. Ça, c'est une bonne idée d'interdire les emplois familiaux dans les assemblées. Dans ce texte, à mon avis, il y a de bonnes idées. L'idée d'interdire les emplois familiaux va dans la bonne direction. L'idée qui consiste à être transparent sur les frais de mandat des parlementaires, c'est une bonne chose.
Il y a de moins bonnes idées. Moi, je ne comprends pas bien cette histoire de banque de la démocratie. Moi, je n'ai pas l'impression que les candidats... Il y a 8000 candidats aux législatives. Et d'ailleurs, Emmanuel Macron est la démonstration qu'il n'y a pas de difficulté pour se présenter à une élection sans aucun parti et sans financement. C'est pas ce que dit le Front National, par exemple, qui a toujours eu des difficultés à trouver de l'argent. Mais moi, je trouve ça un peu curieux qu'on confie à un organisme parapublic, finalement, la possibilité de prêter ou non de l'argent à un parti politique. Enfin bref. Maintenant, je voudrais revenir sur le fond de ce projet et sur la méthode qui est employée. Sur le fond, moi je regrette une chose, c'est qu'on ne parle que de transparence et qu'on ne parle pas d'un sujet qui est à mon avis tout aussi important, qui est la question d'organisation des pouvoirs et de la démocratie, qui est tout aussi importante. Je veux dire, je quitte l'Assemblée nationale. C'est quoi l'organisation des pouvoirs ? Je quitte l'Assemblée nationale. Je la quitte un peu frustré. C'est un peu frustrant d'être parlementaire. Parce que nous sommes dans un pays où, à mon sens, le Parlement ne dispose pas, il faut le dire aux Français, et je ne veux pas décourager les 8000 candidats qui sont en campagne ce matin, mais qui ne dispose pas, à mon sens, de tous les pouvoirs d'une grande démocratie, et notamment les pouvoirs de contrôle. Je vous donne quelques exemples. Ils n'ont qu'à s'en saisir. J'ai été président d'une commission d'enquête, Jean-Michel Apathy. Ben, vous vous apercevez, quand vous présidez une commission d'enquête, qu'au total, vous avez assez peu de moyens de contrecarrer le gouvernement. Il y a des gens qui disent ça depuis des dizaines d'années. On ne peut pas dire que vous ayez beaucoup aidé quand vous étiez au gouvernement. Non, mais attendez, je ne dis pas c'est la droite, c'est la gauche. Non, constate, mais c'est dommage. Voilà, vous m'invitez aujourd'hui, je suis encore député pour 10 jours. Mais c'est dommage. Je vous fais part de 15 ans d'expérience parlementaire. C'est dommage. Je trouve qu'en France, et d'ailleurs vous le regardez en comparant ce qui se passe dans d'autres grandes démocraties, la question de contrôle du gouvernement, qui est une des deux missions essentielles du Parlement, elle n'est pas suffisamment assumée parce que nous sommes totalement dépendants des informations et de l'expertise du gouvernement, et ça, c'est pas normal. Et ça, c'est un vrai sujet qui, à mon sens, aurait dû être abordé en même temps que ce texte. Quand je vous parle de démocratie, c'est aussi le nombre de parlementaires, c'est aussi l'organisation entre l'Assemblée nationale et le Sénat. Voilà, c'était, à mon avis, tout aussi important, et ça aurait mérité autant d'urgence que le texte qui vous est présenté aujourd'hui. Et puis, dernier élément, sur la forme, moi je regrette qu'on n'ait pas utilisé... Aujourd'hui, les principaux partis sont d'accord pour avancer sur la transparence. C'était peut-être, au moment où on dit on change d'air, il faut tout revoir dans la méthode, c'était peut-être plus utile de mettre en place une commission ad hoc avec des experts de toutes les sensibilités pour avancer sur le sujet de manière consensuelle, plutôt que de faire à l'ancienne où on fait un simulacre de concertation pendant 3 jours et puis on met un texte sur le... Mais les commissions ad hoc, c'est comme ça qu'un an et demi après, on y est encore, non ? Non, vous avez de très bons exemples. Regardez ce qui s'est passé avec la commission Stasi par le passé. On a été capable, par le passé, sur des sujets qui, à un moment, faisaient consensus, d'avancer et d'examiner en profondeur les sujets. Allez, le présent, c'est qu'il est 8h51. Bientôt, Victor Maté pour 1 minute et l'essentiel. La compagnie Etihad Airways suspend ses vols vers le Qatar, conséquence de la décision des Émirats Arabes Unis, de l'Égypte, de l'Arabie Saoudite et du Bahreïn de rompre les liens diplomatiques et de fermer les frontières avec le Qatar, officiellement accusé de soutenir le terrorisme. La prise d'otage aura duré plus de 10 heures à la prison d'Ensisheim au nord de Mulhouse. 3 détenus qui retenaient un surveillant âgé de 33 ans, prise d'otage qui a donc pris fin tôt ce matin. Un Français décédé dans l'attentat de Londres de samedi soir, un autre porté disparu. Le ministre français des Affaires étrangères, Jean-Yves Le Drian, va se rendre dans l'après-midi au chevet des 7 Français qui, eux, sont blessés. Daesh a revendiqué l'attaque. Bilan à 7 personnes tuées, 48 autres blessés. Des hommes ont foncé dans la foule avec une camionnette avant d'agresser les gens au couteau. La police britannique a procédé ce matin à de nouvelles perquisitions et de nouvelles arrestations. 11 personnes se trouvent déjà en garde à vue. Et puis en rugby, après 2010, Clermont à nouveau champion de France en battant hier soir Toulon, le score 22-16. France Info. Et l'émission politique de France Info avec Luc Châtel. Ce matin, question Gilles Bernstein. Vous avez été le dernier ministre de l'Éducation nationale de Nicolas Sarkozy et quand vous étiez ministre, le directeur de l'enseignement scolaire était Jean-Michel Blanquer. Aujourd'hui, ministre de l'Éducation nationale, est-ce que c'est un bon choix de la part d'Emmanuel Macron ? C'est un bon choix parce que Jean-Michel Blanquer, que j'avais nommé directeur général de l'enseignement scolaire, est sans doute l'un des meilleurs connaisseurs du système éducatif et sans doute la personne qui était la mieux préparée à devenir ministre de l'Éducation nationale.
Donc oui, c'est un bon choix, en l'occurrence. Ben, voyez, hein, vous avez du mal. J'allais dire, il a raison, Gilles, il faut vraiment que vous rejoigniez Emmanuel Macron, si on fait le compte, là, depuis Écoutez, une demi-heure. vous ne pouvez pas d'un Quel côté nous expliquer pendant Non, des mois, mais vous c'est un petit êtes piège, l'opposition bête et méchante, Mais la non, mais- droite ah, mais- sectaire, mais et puis quand on envoie sur 2-3 sujets un bon point, m'expliquer Vous que... envoyez plus qu'un bon point et sur plus que 2 ou 3 sujets. Donc, Écoutez, et alors, légitimement, tant mieux. Mais ça m'empêche pas de défendre mes convictions. La droite et le centre n'ont pas disparu. Nos candidats aux législatives sont pieds au plancher. non, et ce qu'on se dit, c'est encore que une si fois, Blanquer peut être ministre, on se demande pourquoi vous ne pouvez mais pas l'être. Blanquer Voilà. aurait sans doute été ministre de Sarkozy. Oui. Voilà. Donc, Oui, c'est ça. Ouais, ouais, euh, c'est ça, ouais. Ah, voilà. donc, encore une fois, ce qui compte, surtout un ministère comme celui de l'Éducation nationale, c'est la compétence, l'expertise. C'est un homme compétent et qui a une très bonne expertise de ce ministère. Remise en cause des rythmes scolaires, sans doute. Ça va Nous changer. l'avons prévu, nous Ça va l'avons encore dans notre changer. programme. C'est Nous terrible qu'on n'arrive pas à avoir un peu de continuité dans ce pays. Bah oui, mais quand on change fait tout le temps, hein. oui, mais quand on fait des bêtises, on n'est pas obligé de maintenir les bêtises. Je veux dire, cette loi sur les rythmes scolaires, enfin, c'est pas une loi, mais cette mise en œuvre des rythmes scolaires a été absurde. En gros, ça marche moins bien qu'avant, ça coûte plus cher et les enfants sont plus fatigués. Donc il y a un moment où, si on revient pas là-dessus, qu'est-ce qu'on fait ? Et alors, la dernière ministre de l'Éducation nationale, on en profite parce que vous avez été vous-même à ce poste difficile, subi, donc je parle de Najat Vallaud-Belkacem, des polémiques, des accusations. Elle a été victime de beaucoup de rumeurs aussi lorsqu'elle était ministre de l'Éducation nationale, très attaquée. Et la dernière fois qu'elle a eu affaire à quelque chose qui ressemblait à une information approximative, c'était sur le plateau de Laurent Ruquier sur France 2. On regarde. J'ai vu la réforme de l'orthographe, ça m'a atterrée. Ah non, alors là, franchement. Non, c'est pas franchement. Non, Vanessa, pardon. Moi, ça me fait pas rire. Vanessa, je n'ai jamais mené de réforme de l'orthographe, c'est une fake news. Est-ce qu'on a été injuste avec Najat Vallaud-Belkacem pendant son passage à l'Éducation nationale? Il y a eu plein de rumeurs sur vous soutenez, vous voulez développer l'enseignement de l'arabe. Le fait qu'elle soit issue, originaire du Maroc a sans doute pesé là-dessus. Comment vous voyez ces scènes qui ont pu paraître quelquefois assez... D'abord, moi, je n'ai jamais attaqué Najat Vallaud-Belkacem pour autre chose que la politique qu'elle pouvait mener, avec laquelle j'avais un désaccord. Enfin, on s'évite aussi des polémiques en n'allant pas sur certains plateaux. On est sûr d'avoir des polémiques. Hein, voilà. Ah bon, vous n'allez pas chez Ruquier Voilà, moi, il y a des émissions que, oui, il m'arrive que j'ai refusées régulièrement pour éviter ce genre de choses. Ruquier, par exemple? Par exemple. Ah, c'est vrai? Oui, c'est vrai. Parce qu'il vous semblait, parce que beaucoup de Non, gens... mais c'est pas Ruquier, c'est que moi je pense, si vous voulez, je suis contre la politique spectacle où on met au même niveau les sportifs, les acteurs, les responsables politiques. Voilà, moi je suis pour des émissions politiques où on travaille le fond, on explique, on débat et on explique ce qu'on fait. On a été injuste avec Najat Vallaud-Belkacem? Est-ce qu'elle est le symptôme de quelque chose? D'un racisme latent dans la société française? Je dirais pas ça. Franchement, je ne sais pas très bien où vous voulez en venir. Je ne sais pas non plus. Alors, on va parler d'autre chose. Oui, il nous reste 2 minutes, par exemple, pour parler de vous. Vous arrêtez la politique? Absolument. J'ai pris une décision personnelle que j'ai mûrement réfléchie. Vous savez, moi, j'ai été élu 3 fois député, j'ai été 15 ans, j'ai été 5 ans au gouvernement. Moi, je pense que la vie politique doit être faite de respiration, d'aller-retour entre j'allais dire la vraie vie. Et c'est pour ça que ça, c'est un désaccord que j'ai avec le texte, c'est que je pense qu'il faut que les députés occupent des fonctions dans la vie civile. Je pense qu'on a besoin de gens qui connaissent la vraie vie. Voilà, donc moi j'ai travaillé 12 ans dans le privé au début de ma carrière professionnelle, j'ai été 15 ans élu et maintenant j'ai à nouveau envie de revenir à une vie professionnelle autour de l'entreprise. Et donc, il faudrait quoi, un statut de l'élu pour accompagner les gens? C'est très difficile. On a beaucoup parlé depuis longtemps de ça, un statut de l'élu. C'est très difficile. Mais en tout cas, interdire toute fonction en dehors du député, la professionnalisation du mandat parlementaire est la pire des choses. Ça se Parce passe qu'on va partout avoir, dans les démocraties. On va avoir que des techniciens des démocraties coupés, en plus, qui n'auront plus de mandat local, donc en plus, ils seront coupés de la réalité locale. C'est le cas des députés allemands, c'est le cas des députés espagnols, c'est le cas des députés italiens, c'est le cas des députés britanniques. Et puis alors, député, c'est plus du tout un mandat local, en fait. Plus on entend les élus, plus on dit que c'est plus un mandat local. Vous savez, moi, je suis l'élu d'une quand même, circonscription où vous avez 316 communes et vous avez 4 habitants au kilomètre carré dans certains endroits. Si vous ne connaissez pas votre circonscription, si vous n'êtes pas proche des gens, vous n'avez aucune chance d'être élu. Donc cette proximité, elle est, à mon avis, indispensable.
Mais je le répète, toutes les démocraties occidentales c'est plus compliqué que ça, parce que les députés ne soient que des députés. L'interdiction n'est pas... Il y a une pratique. Mais la pratique, elle y est... Oui, mais attends, je reviens. C'est pas plus compliqué. Je reviens à ce que je disais tout à l'heure, Jean-Michel Apathy. La pratique, elle y est aussi liée à la répartition des pouvoirs. C'est-à-dire que pourquoi est-ce qu'en Allemagne, par exemple, on ne cumule pas ? Parce que vous avez des Länder, vous avez une démocratie qui fait que la démocratie locale, elle pèse autant que la démocratie nationale. Nous, on est un peu au milieu du gué en France. C'est ça la difficulté. Donc il faudra traverser le gué à un moment. Merci d'avoir accepté l'invitation de François. Merci à vous. Et merci à tous, on se retrouve demain.